Lorsque Caroline, mon épouse depuis 45 ans, a rendu son dernier soupir, j'ai pris une décision immédiate et irrévocable. J'ai caché l'existence des 45 millions d'euros et de la villa sur la Côte d'Azur qu'elle venait de léguer. Je l'ai fait parce que je savais pertinemment ce qui allait suivre. Ce jour-là, le jour même de l'enterrement, ma fille Béatrice a jeté mes affaires sur la pelouse parfaitement entretenue de notre maison à Mougins. Elle a pointé du doigt la vieille niche du chien, au fond du jardin, et a craché avec un mépris glacial. « Maintenant, tu dors là, vieux clochard. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri, ramassé mon unique sac en toile, et je suis parti, car je savais déjà exactement ce qui allait se passer le lendemain. Ce qui a suivi, ce furent 95 appels manqués. Mais avant de vous raconter ce que contenaient ces messages, laissez-moi vous dire que l'odeur des lys dans l'église était suffocante. Je déteste les lys. Ils sont trop sucrés, trop exigeants, une odeur douceâtre et fausse pour un moment aussi brut. Je restais là, fixant le bois de cerisier poli du cercueil. 45 ans. 45 années à me réveiller aux côtés de Caroline. 45 années de silence partagé autour du café du matin, de disputes feutrées, de rires qui faisaient trembler les murs de notre modeste maison. Tout cela était désormais contenu dans cette boîte vernie au poignet en laiton brillant. Je sentais les regards sur moi. Pas les regards apitoyés des amis, mais le regard perçant et impatient de ma propre fille. Je n'avais pas besoin de lever les yeux. Je le savais. Je jetai un coup d'œil latéral. Béatrice, ma fille de 42 ans, se tenait à quelques mètres. Elle portait la beauté héritée de sa mère comme une armure, mais il y avait une froideur autour de sa bouche qui était devenue permanente. Elle ne pleurait pas. Elle consultait discrètement sa montre connectée de luxe. À côté d'elle, son mari, Marc, changeait de pied, son costume italien hors de prix semblant déplacé dans notre petite église de village. Il se pencha et chuchota quelque chose. Je n'avais pas besoin de lire sur les lèvres pour comprendre. J'ai saisi la fin de sa phrase alors que le prêtre parlait d'éternité. « Appelle le notaire. Les papiers doivent être déposés cette semaine, Marc. » Une colère froide, celle qui s'installe au plus profond des os, m'a traversé. Moi, Thomas Dubreuil, 70 ans, j'étais devenu un acteur accompli dans mon propre foyer. Je le devais. Caroline et moi, nous avions choisi cette voie. Nous avions choisi de vivre simplement dans cette maison de banlieue tranquille pendant les 30 premières années, même si son père, un magnate de la technologie de la première heure à Sophia Antipolis, lui avait laissé une fortune capable d'acheter toute la ville. Nous ne laisserons pas l'argent la gâter, Thomas, avait insisté Caroline lorsque Béatrice était adolescente. Nous lui apprendrons la valeur du travail, la dignité de l'humilité. Nous avons caché les comptes en Suisse. Nous avons vécu de mon salaire de menuisier et de sa modeste retraite d'enseignante. Nous lui avons offert une vie normale de classe moyenne. J'ai regardé Béatrice, qui faisait maintenant défiler discrètement son téléphone caché derrière le programme des funérailles. J'ai ressenti une douleur sourde qui n'avait rien à voir avec le cercueil. Nous avons échoué, Caroline, pensais-je. Nous avons complètement échoué. La marche de l'église aux voitures qui attendaient fut un flou de costumes noirs et de murmures compatissants. Elle est dans un monde meilleur, Thomas. Elle est en paix maintenant. Sois fort pour ta famille. Je hochai simplement la tête, mon visage étant un masque de chagrin soigneusement construit. Le chagrin était réel, bien sûr. Mon Dieu, c'était une plaie béante, mais la raison en était bien plus complexe que ce que ces braves gens pouvaient imaginer. Béatrice et Marc furent les derniers à m'approcher près du corbillard. Béatrice s'avança pour une étreinte. C'était raide, froid, ses bras effleurant à peine mes épaules avant de se retirer. C'était comme étreindre une statue de marbre. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle. Le mot « papa » sonnait faux, comme un outil qu'elle utilisait. Ses yeux ne me regardaient pas. Ils regardaient au-delà de moi, vers la villa de Mougins où la réception après les funérailles devait avoir lieu. La villa qui, dans son esprit, était le grand prix. Je tiens le coup, mentis-je. Marc s'avança, posant une main lourde sur mon épaule. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était un geste de possession, un rappel de sa présence, de sa force. « On va s'en sortir, Thomas », dit-il. Il m'appelait Thomas depuis le jour où il m'avait interrogé sur mon portefeuille de retraite et que je lui avais honnêtement répondu que ma pension d'artisan était modeste. Il ne m'a plus jamais appelé papa. Ramenons-nous à la maison. Marc continua de me guider fermement vers leur Range Rover noir rutilant, une voiture que je réalisais maintenant que Caroline avait probablement payée. Il y a juste quelques petites choses à régler. Régler, pensais-je. Pas pleurer, pas se souvenir. Régler. Les vautours tournaient, et ils n'avaient même pas la décence d'attendre que le corps soit froid. Bien sûr, dis-je,
ma voix n'étant qu'un murmure, jouant le rôle du vieil homme brisé. Tout ce que vous pensez être le mieux. La villa de Mougins, la maison où Caroline et moi avions emménagé il y a 10 ans après le départ de Béatrice, semblait impossiblement grande et froide. Les derniers invités, nos voisins fortunés qui nous connaissaient à peine, mangèrent leur petit four, burent leur champagne tiède et fuirent l'atmosphère oppressante aussi vite qu'ils le purent. Ils pouvaient sentir la tension. Au moment où la porte d'entrée se referma sur le dernier invité, je n'avais même pas enlevé ma veste de funérailles. Béatrice était déjà en mouvement. Marc, vérifie le bureau à l'étage. Je prends le bureau de maman ici en bas. Béatrice, dis-je, ma voix faible, jouant le rôle à fond. Béatrice, s'il te plaît. Ta mère, elle est à peine. On ne peut pas faire ça aujourd'hui, on peut juste respirer. Elle s'arrêta au seuil du bureau de Caroline, me tournant le dos. Elle vibrait d'une énergie furieuse. Lorsqu'elle se retourna, son visage était méconnaissable. Le masque de la fille en deuil avait disparu. À sa place se trouvait un prédateur. Respirer? Je retiens mon souffle depuis 20 ans, vieil homme. J'attends que tu arrêtes de t'accrocher à elle. Elle marcha dans le bureau. J'entendis le bruit des tiroirs arrachés. Le cri métallique d'un classeur. Où est-il? Le vrai testament. Marc descendit les escaliers en tenant une épaisse enveloppe officielle. J'ai trouvé ça dans le coffre principal, Béatrice. Ça ressemble au plus récent. Béatrice l'arracha de sa main. Déchira le sceau. Ses yeux scannèrent la page, son visage se tordant. Quoi? C'est quoi ça? Sa voix était un sifflement bas. La maison de banlieue? 50 000 €? C'est une blague. C'est une putain de blague. Elle jeta toute la pile de papier du bureau de Caroline sur le sol. Où est-il, espèce de vieux croque-mort? Hurla-t-elle en se jetant sur moi. Où est l'argent? Je suis au courant pour les comptes suisses. Je suis au courant pour les 45 millions dont mère m'a parlé. Où l'as-tu caché? Tu as vécu à ces crochets pendant 45 ans. Tu penses que tu peux tout prendre et me laisser avec 50 000 balles. Je me recroquevillai dans le fauteuil en cuir moelleux, le préféré de Caroline. Je levai les mains, tremblant. C'était le moment, la performance de ma vie. Béatrice, je ne sais pas de quoi tu parles. 45 millions? Chérie, tu dois te tromper. Ta mère, nous n'avions pas ce genre d'argent. Nous étions à l'aise, oui, mais 45 millions. Béatrice me fixa, la poitrine haletante. Elle cherchait un mensonge sur mon visage. Ne joue pas à l'idiot avec moi. Je ne joue pas, insistai-je, laissant une larme rouler sur ma joue. Je le jure sur la tombe de ta mère. Je ne sais rien de ces millions. Tout ce que je connais, c'est cette maison et la propriété du Cap d'Antibes, mais elle disait toujours que c'était juste un investissement locatif. Béatrice et Marc échangèrent un regard. Le déclic. Je l'ai vu. Le changement. La compréhension silencieuse et triomphante qui passa entre eux. Ils me croyaient. Ils croyaient que j'étais un vieil imbécile sénile et en deuil qui ne savait rien. Ils croyaient que les 45 millions s'étaient évanouis. Peut-être que Caroline les avait donnés. Peut-être qu'elle avait menti. Mais ce qui restait, ce qu'ils pouvaient voir, c'était l'immobilier, la villa de Mougins, la maison de plage au Cap d'Antibes. Et ils pensaient que j'étais le seul obstacle. Le visage de Béatrice se détendit. Le regard furieux et paniqué fut remplacé par un sourire reptilien froid. « Oh » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Oh, papa ! Tu pensais seulement que tu avais cette maison et la maison du Cap, chuchotai-je. Mais c'est à nous, n'est-ce pas? Ta mère l'a laissé pour nous. Nous. » Béatrice rit. Un aboiement court et laid. Il n'y a pas de nous, vieil homme. Il y a moi et il y a toi. Tu viens d'admettre que tu ne sais pas où est l'argent. Tu viens d'admettre que tu n'as aucun droit sur rien. Elle se tourna vers Marc. Le sourire avait disparu. Sa voix était plate. C'est exactement ce que nous pensions. Il ne sait rien. Il n'est rien. Elle me regarda à nouveau. Tu as raison sur une chose. C'est la maison de ma mère. Et maintenant, c'est ma maison. Elle fit un signe de tête à son mari. Marc, prends ses affaires. Jette-les par la fenêtre. Béatrice, non, suppliai-je, les suivant jusqu'à la porte, collant au scénario. Tu ne peux pas. Où vais-je aller? Marc, 1,90 m et bâti comme un rugbyman, bloqua l'encadrement de la porte. Reste là, Thomas. Ça ne sera pas long. J'entendis ses pas lourds monter le grand escalier. J'entendis le fracas de la porte de ma chambre s'ouvrir à la volée. Et puis je le vis.
Ma plus vieille valise usée, celle que j'avais depuis 30 ans, traversa les airs depuis la fenêtre du premier étage et atterrit avec un bruit sourd sur la pelouse immaculée. Puis une autre, mon sac en toile, mes affaires de toilette. Les voisins regardaient définitivement maintenant. Madame Davison, de l'autre côté de la rue, s'était figée, son tuyau d'arrosage à la main. Les frères Peterson, arrivant dans leur voiturette de golf, s'arrêtèrent net, la bouche ouverte. L'humiliation était totale. Elle était publique. Béatrice sortit sur le perron, croisant les bras. Elle me regarda alors que je me tenais dans l'allée, un homme de 70 ans dans son costume de funérailles, entouré de ses possessions mondaines comme des ordures sur la pelouse. « Tu as vécu comme un roi pendant 45 ans, dit-elle, sa voix assez forte pour que les voisins entendent. Maintenant, tu peux vivre comme tu as toujours été censé le faire, comme un vieux sans-abri. » Elle n'avait pas fini. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré vers le fond du jardin où une grande niche à chiens, magnifiquement construite, trônait sous un chêne. Je l'avais construite moi-même pour Samson, notre golden retriever mort il y a 10 ans. Maintenant, tu dors dans la niche du chien, hurla-t-elle. Je la regardai. Je regardai Marc, qui se tenait derrière elle, souriant. Je regardai les voisins, leurs visages mélangeant horreur et fascination. Et puis je fis la seule chose qu'elle n'attendait pas. Yesuris. C'était un petit sourire, juste un tressaillement au coin de ma bouche. Mais c'était réel. Le visage de Béatrice vacilla. Mon sourire l'exaspérait plus que n'importe quelle larme aurait pu le faire. « Qu'est-ce qui te fait sourire, espèce de vieil imbécile pathétique? Tu te moques de moi. » Je me penchai calmement. J'ignorais les valises coûteuses. Je n'avais pas besoin des vêtements. Je ramassai la seule chose que j'avais emballée moi-même ce matin-là, sachant que cela arriverait. Mon vieux sac en toile militaire. À l'intérieur se trouvait un petit carnet et un téléphone prépayé bon marché. Je le jetai sur mon épaule et commençai à m'éloigner. « C'est ça. Cours !» hurla Béatrice depuis le porche. « Rampe loin d'ici et ne reviens jamais. Pas tant que tu ne te souviendras pas où sont ces 45 millions. » Je ne me retournai pas. Je continuai simplement à marcher le long de l'allée bordée de cyprès. « Oh, Béatrice !» pensai-je en tournant au coin de la rue, hors de sa vue. « Je sais exactement où est l'argent, et tu le découvriras assez tôt. Mais d'abord, tu vas apprendre ce que ça fait vraiment d'être sans abri. » Demain allait être une journée très intéressante. Je marchais le long de la longue allée privée. Le cliquetis du lourd portail en fer se refermant derrière moi semblait final, absolu. Je pouvais sentir les yeux de Béatrice et de Marc me percer le dos, observant depuis la fenêtre, savourant leur victoire rapide et brutale. Je tournai au coin, hors de leur vue. Je marchais un bloc au-delà des pelouses immaculées et des maisons silencieuses et coûteuses de nos voisins. Ces mêmes voisins qui m'avaient regardé me faire jeter comme un malpropre. Je tournai un autre coin vers le boulevard principal. Je m'arrêtai. Je n'attendis pas longtemps. Moins de 30 secondes plus tard, une voiture s'arrêta silencieusement le long du trottoir. Ce n'était pas un taxi. Ce n'était pas un Uber. C'était une Bentley noire cirée jusqu'à devenir un miroir, avec des vitres si sombres qu'elles ressemblaient à de l'obsidienne polie. La porte arrière s'ouvrit. Un homme dans un costume gris parfaitement taillé en sortit. Ce n'était pas un chauffeur. C'était Henri, mon âge, 65 ans, avec des yeux vifs et intelligents qui ne manquaient rien et une loyauté que Caroline et moi savions inestimable. Il était notre avocat, mais plus que cela, notre confident depuis 30 ans. Il regarda mon vieux sac en toile. Il regarda mon costume de funérailles froissé. Il hocha la tête une fois, le visage grave. « Monsieur Dubreuil, dit-il, sa voix calme mais ferme. Tout va bien. » Je laissai échapper le souffle que j'avais l'impression de retenir depuis les funérailles. La tension des 4 dernières heures, la performance, s'évacua enfin. « C'est fait, Henri, dis-je. Elle m'a dit de dormir dans la niche du chien. » Une lueur de pure colère traversa le visage professionnel d'Henri, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Elle est tombée dans le panneau complètement, tout comme Madame Dubreuil l'avait prédit. « Ramenons-vous à la maison, monsieur. » Il ne parlait pas de la maison de banlieue. Il ne parlait pas de la villa de Mougins. Il tint la porte ouverte pour moi. Je glissai sur le cuir couleur crème, frais et souple. La porte se referma avec un bruit lourd et satisfaisant, scellant le monde qui croyait maintenant que j'étais un vieil homme pathétique et sans abri. La Bentley glissa silencieusement à travers les rues de l'arrière-pays cannois, laissant derrière elle le quartier de mon humiliation. Nous avons rejoint l'autoroute en direction de Nice, la Méditerranée formant une masse sombre et scintillante sur notre droite. Je posai ma tête contre le cuir. J'étais épuisé, une fatigue profonde qui venait du chagrin et du jeu d'acteur. Mais sous l'épuisement, j'étais grand éveillé.
Le chagrin pour Caroline était une pierre physique dans mes entrailles. Mais maintenant, enfin, il y avait autre chose. L'anticipation nette et propre d'un plan mis en mouvement. 1 heure plus tard, nous n'étions plus dans les banlieues riches et calmes. Nous étions au cœur de Monaco, dans un garage souterrain privé d'un gratte-ciel étincelant. Béatrice ne sait rien de cet endroit, correct ? Demandai-je. Rien, Henri confirma alors que nous prenions un ascenseur privé. L'acte est détenu par une société numérotée qui est elle-même détenue par le Trust. Pour le monde entier, cet appartement n'existe pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent non pas sur un couloir, mais directement sur un salon immense. Tout le mur du fond était vitré, une baie vitrée de 2 étages surplombant le tapis scintillant des lumières de la principauté et la mer Noire au-delà. Le mobilier était minimaliste, moderne et clairement hors de prix. C'était notre centre de commande. Henri marcha vers un bar intégré et versa 2 verres de ce que je reconnus comme du Macallan 25 ans d'âge. Il m'entendit un « Pas de glace ». « À Caroline », dit-il en levant son verre. « À Caroline », répétai-je, la voix épaisse. Nous bûmes. Le silence dans la pièce était vaste, respectueux. C'était une femme brillante, Thomas, dit finalement Henri, s'asseyant dans un fauteuil en cuir face à moi. Elle était terrifiée par ceci, pas par la mort. Elle était en paix avec ça. Elle était terrifiée par ce que son argent avait déjà fait à Béatrice. Elle a vu cela venir il y a 10 ans. Elle avait raison, dis-je en fixant le liquide ambré. Elle a vu l'avidité en elle. Moi, je continuais juste à voir ma petite fille. C'est pourquoi elle a insisté sur le protocole de dignité, dit Henri. Il ouvrit sa mallette polie et posa 3 épais documents reliés sur la table basse en marbre. Revoyons tout cela, dit-il, sa voix passant en mode professionnel. Il y a 3 mois, lorsque le rapport d'oncologie est revenu confirmant le stade 4 terminal, Caroline et moi avons activé le plan. Nous n'avons pas perdu un seul jour. Il tapa sur le premier document. Premièrement, la liquidation. Nous avons retiré la totalité des 40 millions d'euros des comptes suisses, des fonds de marché, des obligations, chaque actif liquide. Nous avons transféré la somme entière, jusqu'au dernier centime, dans un trust privé irrévocable nouvellement formé, enregistré sous une juridiction offshore intouchable. C'est hermétique. Aucun procès ne peut le percer. Personne ne peut y toucher. Il tapa sur le 2e document. Deuxièmement, l'immobilier. L'acte de la villa du Cap d'Antibes, que Béatrice pensait bêtement être une location, a été transféré dans le trust il y a 2 mois. Et la villa de Mougins, celle dont vous venez d'être expulsé, a été transférée le mois dernier. À cet instant précis, Thomas, votre fille occupe illégalement une propriété appartenant au trust. Mon Dieu, même la maison qu'elle pensait être la sienne. Mais le vrai génie, Thomas, continua Henri avec une rare lueur d'admiration dans ses yeux d'avocat, c'était l'instruction finale de Caroline. Le seul document qu'elle a laissé derrière elle. Le seul document qu'elle savait que Béatrice trouverait dans ce coffre. Le Vieux Testament, chuchotai-je. Le Vieux Testament, confirma-t-il. Daté d'il y a 10 ans, laissant à Béatrice la petite maison de banlieue où nous vivions quand elle était enfant et 50 000 euros en liquide. Un testament qui est, à cet instant, complètement nul et non avenu car ses actifs n'appartiennent plus à la succession. Ils appartiennent au trust. Je laissai le poids de cela s'installer. Béatrice et Marc étaient actuellement en train de mettre à sac une maison qu'ils ne possédaient pas, se battant pour un testament vieux de 10 ans qui ne valait rien, cherchant 40 millions qui n'étaient plus là. Je regardais Henri. Donc légalement, Béatrice n'a rien. Zéro, dit Henri platement. Rien du tout. Elle n'a aucun droit sur l'argent. Elle n'a aucun droit sur les villas. Elle n'a accès à aucun compte. Caroline l'a complètement coupé. Une vague de tristesse profonde me frappa, aiguë et soudaine. Elle l'a fait, murmurai-je. Elle a vraiment déshérité son unique enfant. Henri me regarda, son regard s'adoucissant un instant. Non, Thomas, elle ne l'a pas fait. C'est la dernière pièce brillante et douloureuse du protocole. Il tapa sur le 3e document, l'accord de trust. Caroline ne pouvait pas se résoudre à couper Béatrice pour toujours. Elle reste, après tout, sa mère. Il pointa une clause au fond du texte juridique. Elle a laissé à Béatrice un chemin. Mais c'est un chemin qu'elle va détester. Je me penchai, lisant les petits caractères. Henri expliqua. Le trust est géré par un unique bénéficiaire et administrateur, la seule personne qui contrôle chaque actif, chaque euro, chaque propriété, effectif au moment du décès de Caroline. Je regardai le nom listé sous le titre « Administrateur unique ». Thomas Dubreuil. Je levai les yeux, stupéfait. Moi ?
Mais Henri, Caroline a toujours géré les finances. Je n'étais qu'un menuisier. Elle vous faisait confiance, Thomas, dit simplement Henri. Elle faisait confiance à votre caractère plutôt qu'à l'ambition de Béatrice. Elle savait que vous n'étiez pas le chercheur d'or. Vous étiez celui qui la protégeait des chercheurs d'or, même quand ce chercheur d'or était sa propre fille. Il continua, « Les 40 millions sont à vous de gérer. Vous pouvez tout donner à des œuvres de charité. Vous pouvez vivre dans les 2 villas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Cependant, il pointa une autre clause. Caroline a stipulé que vous avez l'option, pas l'obligation, de fournir une allocation mensuelle à Béatrice si et seulement si elle remplit certaines conditions. Quelles conditions? 1. Elle doit occuper un emploi à temps plein vérifiable et payer ses propres impôts pendant au moins 6 mois consécutifs. 2. Elle doit suivre un conseil financier auprès d'un cabinet que nous choisissons. Et 3. Elle doit vous présenter des excuses formelles et écrites pour son comportement passé. Je m'assis, abasourdi par la prévoyance, la précision, l'amour presque cruellement parfait de tout cela. Caroline n'avait pas juste protégé l'argent, elle l'avait transformé en arme. Elle avait créé un système entier conçu pour forcer Béatrice à devenir la personne qu'elle était toujours censée être. Donc tout l'avenir de Béatrice, dis-je, les mots ayant un goût étrange dans ma bouche, tout son mode de vie dépend maintenant de moi, le vieux sans-abri qu'elle vient de jeter dehors et à qui elle a dit de dormir dans une niche. Précisément, dit Henri. Elle pense que vous êtes impuissant. Elle est sur le point de découvrir que vous êtes la personne la plus puissante de son monde entier. Elle est sur le point de découvrir qu'elle n'a pas seulement mis son père à la porte. Elle vient de mettre à la porte son nouveau banquier. Je laissai le verre de scotch reposer sur la table en marbre. Les lumières de la ville en contrebas étaient un public silencieux et indifférent. Alors, demandai-je, ma voix stable, quand elle mettra cette villa sens dessus-dessous, que trouvera-t-elle exactement? Henri s'autorisa un petit sourire mince. C'était le sourire d'un homme qui vient de mettre échec et mate un adversaire dans une partie commencée il y a des années. Ça, Thomas, c'est ce que Caroline appelait l'appât. Béatrice trouvera précisément ce qu'elle s'attend à trouver. Ce qu'elle redoute, mais aussi ce qu'elle pense pouvoir combattre. Il se recula. Dans le tiroir principal du bureau, sous un faux fond que j'avais installé moi-même, elle trouvera un document magnifiquement conservé et légalement exécuté. C'est un testament daté d'il y a 10 ans. Je me souvenais de ce testament. C'était avant que le père de Caroline ne décède, avant que le plein héritage ne soit réalisé. Ce vieux truc, murmurai-je. Nous venions à peine de déménager sur la côte alors. Exactement, dit Henri. Dans ce testament, Caroline, étant saine d'esprit, laisse l'intégralité de sa succession à sa fille aimante, Béatrice Dubreuil, sauf. Il leva un doigt. Sauf 2 éléments. Premièrement, un legs de 50 000 € à son mari bien-aimé, Thomas Dubreuil, pour ses nombreuses années de simple loyauté. Yegrimai. Simple loyauté. Caroline savait comment remuer le couteau. Et deuxièmement, continua Henri, le testament stipule que la villa principale de Mougins, celle dont vous venez d'être jeté, doit être vendue et tous les profits versés à la Société protectrice des animaux en l'honneur de son chien, Samson. Yefaili Surair. Le chien? Elle a laissé la maison à la mémoire du chien. Alors, qu'est-ce que Béatrice obtient? Le sourire d'Henri s'élargit. Elle obtient les 50 000 € que je viens de mentionner. Ah, attendez. Non, c'est vous qui les avez. Elle obtient, et je cite, notre première maison familiale bien-aimée, la maison de banlieue dans l'arrière-pays, dans l'espoir que cela lui rappelle les valeurs simples qu'elle semble avoir oubliées. Et 50 000 €. C'est tout. Je digérais l'information. 50 000 € et une vieille maison isolée pour une femme qui s'attendait à 40 millions et une villa de bord de mer, elle sera furieuse, chuchotai-je. Elle sera incandescente de rage, me corrigea Henri. Elle croira que vous l'avez arnaquée. Elle croira que vous avez manipulé sa mère pour qu'elle donne tout à un chien au lieu d'elle. Elle contestera le testament. Elle engagera des avocats. Elle hurlera. Mais, dis-je comprenant, elle le fera en pensant que le prix n'est que la maison de Mougins. Elle ne saura toujours pas où sont passés les 40 millions. Elle pensera que Caroline les a cachés ou donnés en secret. Elle mènera une bataille pour une maison d'1 million, pas pour un empire de 40 millions. Precisement. C'est l'appât, dit Henri. Il referma alors sa mallette. Mais voici le vrai piège, Thomas. J'attendis. Le testament qu'elle trouve, celui qui lui laisse les 50 000 et la maison de banlieue, est complètement, à 100% nul et non avenu. Quoi? Comme nous en avons discuté, dit Henri patiemment, tous les actifs, tous, ont été transférés dans le trust Dubreuil il y a 6 semaines.
Cela inclut la villa de Mougins. Cela inclut la villa du Cap d'Antibes, et oui, Thomas, cela inclut même la petite maison de l'arrière-pays. Et chaque centime, y compris ces simples 50 000 euros. Il se pencha en avant. Quand Béatrice trouvera ce testament, elle se battra pour hériter d'actifs qui n'existent plus dans la succession. Elle poursuivra un fantôme. La succession de Caroline Dubreuil, à ce matin, consiste en exactement 0 euros et 0 propriété. J'étais terrassé. La brillance froide et méticuleuse de la chose. Caroline ne l'avait pas simplement déshéritée. Elle avait construit un labyrinthe, posé un morceau de fromage, et s'apprêtait à regarder Béatrice s'épuiser à courir après un prix qui avait déjà été retiré. Donc elle n'a rien, dis-je, les mots lourds. Légalement, elle a moins que rien, car la vie qu'elle mène, la vie qu'elle pense avoir gagnée, est sur le point de lui être retirée aussi. Je me souvenais de cette maison de banlieue. Je me souvenais de Béatrice à 16 ans, debout dans l'allée, refusant de monter dans la Toyota d'occasion parfaitement correcte que nous lui avions achetée. « Je ne conduirai pas cette boîte », avait-elle hurlé. Le père d'Ashley lui a acheté une BMW neuve. C'est embarrassant. Caroline avait tenu bon. « Alors tu peux prendre le bus, Béatrice. Tu ne seras pas une enfant gâtée. » Mais elle était une enfant gâtée. Et nous l'avions rendue ainsi en cachant la vérité, en prétendant être simple, en créant un faux monde où elle était la fille souffrante de parents modestes, tout en soupçonnant secrètement qu'il y avait un coffre-fort quelque part qui l'attendait. Elle sentait qu'on lui devait quelque chose pour avoir enduré notre simplicité. Elle sera furieuse, répétai-je, cette fois avec certitude. Elle le sera, convint Henri. Elle appellera ses avocats en hurlant à propos de la niche du chien, à propos des 50 000, et ses avocats feront une recherche et ils trouveront le trust et ils trouveront votre nom comme unique administrateur. Je fermai les yeux. Le vieux sans-abri. Et cela, Thomas, dit Henri, sa voix baissant, c'est le moment où elle comprendra vraiment ce qu'elle a fait. C'est là qu'elle réalisera que l'homme qu'elle vient de jeter à la rue est la seule personne sur Terre qui contrôle tout son avenir. Je pris une longue et lente gorgée de mon scotch. Le plan était parfait. C'était cruel. C'était nécessaire. Que se passera-t-il, demandai-je, quand elle réalisera qu'elle ne peut même pas toucher ses 50 000 euros. Je m'assis dans le Penthouse, le silence de l'appartement contrastant fortement avec la tempête que je savais faire rage à quelques kilomètres de là. En sirotant mon scotch, j'imaginais la scène. Je pouvais la voir aussi clairement que si j'étais une mouche sur le mur du bureau de Caroline. Béatrice serait frénétique. À présent, l'adrénaline de sa victoire sur moi se serait dissipée, remplacée par la faim paniquée et rongeuse d'un charognard qui craint que la proie ne soit pas sécurisée. Elle déchirerait le bureau de Caroline, ouvrant violemment les tiroirs, jetant des dossiers sur le tapis perçant coûteux. Marc traînerait derrière elle inutilement, un chiot nerveux essayant d'avoir l'air utile. Béatrice, chérie, peut-être que ce n'est pas ici. Peut-être que c'est dans un coffre à la banque. Ferme-la, Marc. Elle claquerait, sa voix résonnant dans la grande villa vide. C'est ici. Ça doit l'être. Mère n'était pas assez stupide pour laisser tout ça sans surveillance. Et puis Marc, dans sa tentative maladroite de prouver sa valeur, le trouverait. Il tâterait sous le bureau principal, exactement comme Henri l'avait décrit. Il trouverait le petit panneau secret. Béatrice, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Elle le bousculerait. Elle sortirait l'épaisse enveloppe vélin scellée avec le vieux seau de cire de Caroline, celui qu'elle n'avait pas utilisé depuis 10 ans. L'appât. J'imaginais les mains de Béatrice trembler, non de chagrin, mais d'avarice. Elle l'ouvrirait brutalement. Marc respirerait lourdement par-dessus son épaule. Elle lirait. Ses yeux scanneraient le jargon juridique, cherchant les chiffres. À mon mari bien-aimé, Thomas Dubreuil, 50 000 euros pour sa simple loyauté. Je pouvais presque l'entendre ricaner. 50,000? Le vieux fou à 50 000. Bien. Parfait. Elle continuerait de lire, ses yeux dartants, cherchant le gros lot, cherchant son nom. La propriété de Mougins doit être vendue, les profits donnés à la Société protectrice des animaux en l'honneur de mon chien bien-aimé Samson. Le silence absolu et écrasant alors que son cerveau essayait de traiter les mots. Le chien. Et, à ma fille Béatrice. C'était ça, son moment. Je laisse la somme de 50 000 euros et notre première maison familiale, la maison de banlieue, pour lui rappeler des valeurs plus simples. Je fermai les yeux, imaginant son visage, la confusion, l'incrédulité, et puis l'inévitable éruption volcanique de rage. 50 000 euros. Le son serait assourdissant. J'imaginais qu'elle attrapait le lourd Vasming sur le bureau de Caroline, celui qu'elle avait toujours convoité,
et le projetait contre le mur. Le fracas d'une œuvre d'art de 100 000 € se brisant en 1000 morceaux. Le chien. Elle a donné la maison au chien. Mark reculerate, pale. Béatrice, calme-toi. Peut-être qu'il y a un autre testament. Calme-toi. Elle hurlerait, le visage violet. Ce vieil homme, ce menuisier, il a fait ça. Il le doit. Il l'a manipulé. Il a passé 45 ans à l'empoisonner contre moi, lui faisant croire que j'étais avide. Et puis il a dû trouver le vrai argent. Il l'a volé. Il a volé mon argent. Elle ferait les 100 pas maintenant comme un animal en cage, donnant des coups de pied dans la porcelaine brisée sur le sol. Il jouait la comédie quand je l'ai jeté dehors. Ce sourire, il savait. Le vieux bâtard savait. Il joue à un jeu. Elle attraperait son téléphone, ses doigts poignardant l'écran, composant mon numéro pour la première fois. Le numéro relié à mon vieux téléphone prépayé. Où est-il? Marc, trouve-le. Il n'est pas juste parti. Il n'aurait pas pu. C'est un vieux sans-abri. Il doit être quelque part. Il a le reste. Il a les 45 millions. Il les a volés. Et ainsi, cela commence. Je pris une autre gorgée de scotch. La chasse était ouverte, mais elle ne chassait pas un vieux sans-abri. Elle chassait un fantôme. Et elle le faisait en utilisant une carte que ma femme avait dessinée pour elle. Une carte qui menait directement au bord d'une falaise. Je savais que le bris du vase n'était que le début émotionnel. Maintenant, la panique logique allait s'installer. Marc, mon gendre, qui s'était toujours imaginé comme le fixeur, l'homme aux commandes, essaierait de reprendre le contrôle pour calmer la femme hystérique qui détruisait actuellement les antiquités inestimables de sa mère. Je pouvais l'imaginer, ses mains tremblant légèrement, prenant son propre smartphone coûteux. « Béatrice, arrête. Arrête juste de crier. Ça n'aidera pas, dirait-il, sa voix tendue. Le testament est évidemment faux. C'est un leurre. Le vrai argent. L'argent dont ta mère t'a parlé. Il est sur les comptes. Les comptes suisses. Je vais les appeler. Je vais les appeler tout de suite. » Il se retirerait du chaos du bureau, marchant rapidement dans la bibliothèque adjacente, fermant les lourdes portes en chêne pour étouffer les sanglots et les jurons de Béatrice. Il aurait besoin de paraître professionnel. Il aurait besoin de paraître en contrôle. Il sortirait le contact, celui que Caroline avait accidentellement laissé dans un vieux carnet d'adresses il y a des années. Une autre miette de pain sur le chemin qu'elle avait tracé pour eux. Il composerait le numéro international. Il le mettrait probablement sur haut-parleur, ayant besoin de la validation du son dans la pièce boisée et calme. Une voix accentuée, suisse, précise, répondrait. « Banque nationale de Genève. Comment puis-je diriger votre appel ?» Marc s'éclaircirait la voix, ajustant sa cravate hors de prix. « Oui. Bonjour, je m'appelle Mark Thompson. J'appelle au nom de ma femme, Béatrice. Béatrice Dubreuil-Thompson. Sa mère, Caroline Dubreuil, était une cliente chez vous. Nous devons accéder aux informations de son compte. » La voix à l'autre bout serait polie, mais aussi froide et précise qu'un scalpel. « Un instant, monsieur. Thompson, vous avez dit. » Une pause. Le faible cliquetis rapide d'un clavier. Et le nom du titulaire du compte pour vérification. Caroline Dubreuil. Deubereil. Une autre pause. Celle-ci semblerait plus longue. Marc commencerait à suer. Je pouvais le voir desserrer cette cravate en soie. « Monsieur », la voix reviendrait. « Madame Caroline Dubreuil. Oui, nous avons un dossier sous ce nom. » Marc laisserait échapper un souffle tremblant de soulagement. « Super. Fantastique. Oui. Écoutez, elle est décédée hier. Nous sommes les exécuteurs testamentaires de sa succession et nous devons comprendre les avoirs actuels. Nous savons qu'il y a une somme substantielle, 45 millions peut-être plus. Nous avons juste besoin de commencer le processus de... » Monsieur. La voix interromprait, la politesse inébranlable, absolue. « Je suis désolé pour votre perte. Cependant, le compte sous le nom de Caroline Dubreuil a été fermé il y a 6 semaines. » Marc se figerait. Son sang se transformerait en glace. « Quoi? Non, c'est impossible. » « Fermé? Qu'est-ce que vous voulez dire par fermé? » « Le compte a été clôturé à la demande personnelle de Madame Dubreuil, monsieur. Le 20 septembre, tous les actifs ont été liquidés et transférés. » « Transférés? Transférés où? » La voix de Marc monterait maintenant, se brisant. « Vous devez me le dire. Nous sommes sa famille. Nous sommes les exécuteurs. » Monsieur,
je n'ai pas la liberté de divulguer cette information. De plus, je ne suis pas autorisé à vous parler. Madame Dubreuil a laissé des instructions écrites explicites avant la fermeture du compte. Aucune information ne doit être donnée à aucune partie, en particulier. La voix s'arrêterait comme pour vérifier les notes. En particulier à toute personne nommée Béatrice Dubreuil ou Mark Thompson. Le sang se drainerait du visage de Mark. Surtout nous. Mais les 45 millions, bégayerait-il. L'héritage. Monsieur, comme je l'ai déclaré, le compte est fermé. Le solde est de 0. Je ne peux rien faire de plus pour vous aider. Merci d'avoir appelé la Banque nationale de Genève. Au revoir. Le clic de la ligne coupée résonnerait dans la bibliothèque silencieuse. Mark ne bougerait pas. Il resterait juste là, fixant le téléphone dans sa main. Le téléphone qui venait de confirmer son pire cauchemar. Ce n'était pas caché. Ce n'était pas égaré. C'était parti. C'était tout parti. Sa main deviendrait molle. Le smartphone à 1200 € glisserait de ses doigts engourdis, claquant sur le parquet ancien, l'écran se brisant en une toile d'araignée. Il ne le remarquerait même pas. Il n'entendrait pas Béatrice arrêter de crier dans la pièce voisine, attirée par le silence. Il entendrait juste le bruit du sang se précipitant dans ses oreilles. Le vieil homme, le menuisier, d'une manière ou d'une autre, le pathétique vieil homme fauché qu'il venait d'aider à jeter à la rue avait tout pris. Mark resterait debout dans cette bibliothèque pendant un long moment, le téléphone cassé à ses pieds. Il n'entendrait pas Béatrice quand elle entrerait enfin. Sa rage momentanément oubliée, remplacée par une nouvelle terreur froide. Mark, que s'est-il passé? Qui était-ce? Il ne répondrait pas. Il la regarderait juste, son visage blanc comme un drap. Et à ce moment-là, elle saurait. L'appel à la banque était la seule chose à laquelle son esprit ne s'était pas préparé. Ma supposée incompétence était un problème qu'elle pouvait résoudre. Un mauvais testament était quelque chose qu'elle pouvait combattre. Mais un compte bancaire avec un solde nul. C'était un fait. Un fait incassable et terrifiant. Mais il y avait une dernière chance. Une dernière pièce de l'Empire qu'elle pouvait physiquement toucher. Je pouvais la voir attraper les clés de sa Maserati, celle qu'elle ne savait pas que je payais. Mark, monte dans la voiture. Maintenant. Où allons-nous, Béatrice? Il n'y a rien. Nous allons au Cap d'Antibes, hurlerait-elle, attrapant son bras et le traînant hors de la villa. Il ne peut pas avoir pris la maison du capitaine, c'est de l'immobilier. Il ne peut pas juste le déplacer. Les clés. J'ai encore les clés. Ce dut être une conduite silencieuse et frénétique le long de la route côtière. Mark pâle et vaincu, agrippant le volant. Béatrice vibrant d'une énergie maniaque et désespérée. C'était sa dernière chance. La villa du Cap n'était pas juste une maison pour elle. C'était son statut social, son prix ultime, la forteresse de verre et d'acier surplombant la Méditerranée, qui prouvait qu'elle valait mieux que la simple vie de banlieue que ses parents lui avaient imposée. Il crisserait des pneus en s'arrêtant devant les massifs portails imposants en acier inoxydable. Elle sauterait dehors, n'attendant même pas Mark, et courait vers le clavier de sécurité. Elle taperait le code qu'elle et sa mère avaient toujours utilisé, son anniversaire. Bip 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 bop. Une lumière rouge clignoterait. Accès refusé. Elle le fixerait, confuse. Elle avait du mal tapé. Ses mains trembleraient. Elle essaierait encore, lentement cette fois. Pep pop pep pop. Accès refusé. Mark, ça ne marche pas. Ce bâtard. Il a dû les appeler. Mark fait quelque chose. Mark sortirait de la voiture, les épaules affaissées. Un homme déjà vaincu. Béatrice, peut-être qu'on devrait juste partir. Peut-être qu'on devrait appeler un avocat. Je suis le pire cauchemar de l'avocat, hurlerait-elle, et elle commencerait à marteler le portail en acier solide avec ses poings. Ouvrez ce portail. Ouvrez-le. C'est ma maison. Vous m'entendez? Ma maison. Elle serait tellement consumée par sa rage qu'elle ne remarquerait même pas le SUV noir, jusqu'à ce qu'il s'arrête silencieusement de l'autre côté du portail. Les vitres teintées descendraient. 2 hommes seraient à l'intérieur, pas des gardes en uniforme. Ces hommes étaient différents. Ils portaient des costumes noirs impeccables, des oreillettes et les expressions impassibles d'hommes qui gèrent des problèmes, pas du trafic. Ils ressemblaient au service secret. C'était l'équipe de sécurité privée d'Henri, ce que l'argent pouvait acheter de mieux. L'homme sur le siège passager appuierait sur un bouton. Un haut-parleur sur le portail grésillerait. « Pouvons-nous vous aider, madame ?» Béatrice se précipiterait vers le haut-parleur. « Oui, ouvrez ce portail tout de suite. Je suis Béatrice Dubreuil-Thompson. C'est la maison de ma mère.
Il y a eu une erreur. Mon père, il ne va pas bien. Il a probablement changé le code. L'homme en costume regarderait une tablette. La fille de Madame Caroline Dubreuil. Correct. Une vague de soulagement envahirait Béatrice. Oui, c'est moi. Maintenant, ouvrez s'il vous plaît. Nous devons sécuriser la propriété. Je vois. La voix de l'homme resterait plate, professionnelle, froide. Je crains de ne pas pouvoir faire cela, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne pouvez pas? Je viens de vous dire qui je suis. Oui, madame. Nous savons qui vous êtes. Cette propriété ne fait plus partie de la succession Dubreuil. Elle est sous la gestion exclusive du trust familial Dubreuil. Et selon notre liste, votre nom n'est pas sur le registre d'accès. Le visage de Béatrice se décomposerait. Le trust? Quel trust? Mon nom est le trust. Passez-moi mon père au téléphone. Thomas Dubreuil, j'exige de lui parler. Le garde soupirerait comme s'il avait affaire à un enfant fatigant. Madame, monsieur Thomas Dubreuil est l'administrateur unique, et nos instructions, qui viennent directement de lui, sont très explicites. Il la regarderait droit dans les yeux, sans cligner. Votre nom, Madame Thompson, et le nom de votre mari sont spécifiquement sur la liste d'accès refusés. Vous êtes en train de commettre une violation de propriété. Veuillez vous éloigner du portail ou nous serons forcés de notifier la gendarmerie. Les mots « liste d'accès refusée ». C'était la confirmation finale et brutale. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un mouvement délibéré, calculé et stratégique. Béatrice trébucherait en arrière, s'éloignant du portail. Elle regarderait à travers les barreaux la maison qui était censée être la sienne. Tout son avenir, son identité, son sauvetage de l'humiliation de l'appel à la banque manquée. Tout cela s'évaporant dans l'air salin. Elle ne crierait pas cette fois. Elle ne ferait pas de rage. Elle s'effondrerait simplement. Un poids mort tombant, sa robe coûteuse se déchirant aux genoux alors qu'elle heurtait le gravier. Marc se précipiterait vers elle, mais elle ne le verrait pas. Elle laisserait échapper un son. Un gémissement guttural bas de perte pure et absolue. Le son d'un animal à qui on a volé sa proie. C'est tout parti, Marc, allait-elle, agrippant le gravier. C'est tout parti. Le lendemain matin, je me réveillai dans une pièce que je ne reconnaissais pas. Pendant un instant, le chagrin et la confusion me submergèrent, épais et désorientants. Puis je me souvins du silence, de la froideur, du pantouse. La lumière du soleil entrait à flot par les baies vitrées, illuminant une pièce de la taille de toute ma maison de banlieue. Les draps sur le lit étaient si fins qu'ils ressemblaient à de l'eau. Je regardais le costume que j'avais porté, celui que je portais aux funérailles de ma femme, maintenant froissé sur un fauteuil en cuir incroyablement cher. J'étais un menuisier de 70 ans dans le costume d'un mort se réveillant dans l'appartement d'un milliardaire, et tout cela était à moi. Je pris une douche dans une salle de bain taillée dans du marbre gris. J'enfilai l'un des peignoirs lourds et moelleux laissés dans le placard. J'avais l'impression de porter un costume de scène. Quand j'entrai dans le salon principal, Henri était déjà là, assis dans la salle de conférence aux parois de verre. Il ne regardait pas la vue. Il regardait une pile de nouveaux dossiers, une tasse de café frais à son coude. Il ne m'accueillit pas avec sympathie. Il m'accueillit avec des affaires. « Bonjour, monsieur Dubreuil. J'espère que vous avez bien dormi. » Je me servis un café à la machine high-tech que je ne savais pas faire fonctionner. « J'ai dormi, » dis-je. « Par où commençons-nous, Henri ?» « Nous commençons, » dit-il en tapant sur le dossier du dessus, « par les réalités financières immédiates. Pas les vôtres. Les leurs. » Il poussa un dossier sur la table polie. Ce n'était pas l'un de ceux de Caroline. L'étiquette indiquait « Thompson, Béatrice et Marc, aperçu financier ». Je fronçai les sourcils, la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Pourquoi regardons-nous leurs finances? Parce que Thomas, dit Henri, sa voix plate. Depuis hier après-midi, vous êtes devenu leur banque. Et depuis ce matin, la banque ferme officiellement. Il ouvrit le dossier. La première page était un résumé. Je dus als ze waar. Je savais que Béatrice et Marc vivaient bien. Je savais qu'ils aimaient les belles choses. Caroline et moi avions toujours mis cela sur le compte d'une génération différente. Nous n'avions aucune idée. Henri, ça ne peut pas être vrai, murmurai-je en pointant une ligne. 30 000 € par mois de loyer. Oui, confirma Henri sans lever les yeux. Le Pantouse à Monaco. Bail de 2 ans co-signé. Co-signé par qui? Par Caroline, bien sûr.
via une société écran pour que Béatrice ne sache pas que le propriétaire était effectivement sa mère. Ma tête tournait. 30 000 euros. C'était plus que ce que je gagnais en 6 mois de dur labeur à mon atelier de menuiserie. Et les voitures? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. J'avais vu les Maserati blanches assorties. Henri tourna une page. Les deux en leasing, 1800 € par mois chacune, plus l'assurance. Toutes deux garanties par la même société écran. Le club de golf, bégayai-je. Marc est toujours à ce club de golf. Lou Riviera Country Club. 50 000 € de frais d'adhésion payés par Caroline. 5 000 € de cotisation trimestrielle, également payés par Caroline. Tout cela listé comme frais de consultation pour que leur comptable ne regarde pas de trop près. Je me levai et marchai vers la vaste fenêtre. La ville en bas semblait se moquer de moi. Toutes ces années où je m'étais inquiété. Où j'étais resté éveillé la nuit à regarder Caroline équilibrer son modeste carnet de chèques, me demandant si nous devions puiser dans ma petite pension pour aider Béatrice à sortir d'une impasse. Et tout ce temps Caroline opérait une banque parallèle secrète. Alors ils doivent crouler sous les dettes, dis-je, essayant de donner un sens à tout cela. Marc est directeur régional dans une boîte de logiciels. Ce n'est pas un PDG. Il ne gagne pas ce genre d'argent. Comment pourrait-il soutenir cela? Henri leva les yeux de ses papiers. Pour la première fois, je vis autre chose que du professionnalisme dans ses yeux. Je vis de la pitié. Mais ce n'était pas pour moi. C'est la partie la plus fascinante, Thomas, dit-il doucement. Ils ne sont pas. En debts. Pas un seul centime. Quoi? Comment? Comment est-ce possible? Henri glissa un dernier document sur la table. C'était un résumé d'un compte bancaire privé, un compte que je n'avais jamais vu. Le compte discrétionnaire, l'Aplatéil. Caroline payait pour tout, dit-il. Tout, chaque mois. Elle finançait discrètement toute leur façade. Je fixais les chiffres, le loyer, les paiements de voiture, les cotisations au club, les paiements à American Express pour des virées shopping qui totalisaient plus de 20 000 € par mois, les paiements pour des vacances à Courchevel et des week-ends à Saint-Barth. Elle payait pour toute leur vie. J'étais abasourdi. Elle ne supportait pas de voir sa fille échouer, expliqua Henri en fermant le dossier. Même si sa fille la traitait avec un mépris ouvert, Caroline était terrifiée que si leur style de vie s'effondrait, Béatrice ferait quelque chose d'imprudent, ou plus précisément, que Marc la quitterait. Alors, elle a continué à payer. Elle a maintenu l'illusion en vie. Mon esprit flasha sur le visage de Béatrice aux funérailles. L'impatience, l'avidité. Elle n'attendait pas simplement un héritage. C'était un parasite, agacé que son hôte soit enfin en train de mourir. Donc, dis-je, les pièces s'emboîtant, Béatrice et Marc, ils croient que c'est leur vie. Ils croient que leur succès est réel. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont et ont été depuis des années complètement et totalement dépendants de la femme même qu'ils méprisaient. Ils n'ont aucune idée, confirma Henri. Ils pensent qu'ils sont deux personnes prospères qui se sont faites elles-mêmes, encombrées par un vieil homme simple et pathétique. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont à deux chèques, les chèques de Caroline, de l'insolvabilité totale et abjecte. Une colère froide, claire et juste remplit mes veines. Ce n'était pas la colère chaude et désordonnée d'un jeune homme. C'était la colère profonde, patiente et structurelle d'un vieux menuisier. Le genre de colère qui construit plutôt qu'elle ne détruit. Je me détournai de la fenêtre. Je regardais Henri. Ma voix, quand je parlais, n'était plus celle du mari en deuil. Ce n'était plus celle du vieil homme confus. C'était la voix de l'administrateur unique du trust familial du Breuil. Henri, dis-je. Il leva les yeux, stylo prêt. Oui, Thomas. Coupe-leur tout. Henri me regarda simplement. Annule chaque garantie. Révoque chaque cosignature. Gèle le compte discrétionnaire. Appelle les sociétés de leasing. Appelle le propriétaire de cet appartement à 30 000 €. Appelle le Riviera Country Club. Coupe-leur tout. Tout, immédiatement. Henri ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, prenant une note. Et les cartes de crédit, monsieur. Je pensais à la voix moqueuse de Béatrice. Dors dans la niche du chien. Laisse-les garder les cartes de crédit, dis-je. Laisse-les essayer de les utiliser. Laisse-les ressentir l'humiliation en public quand elles seront refusées. Laisse-les découvrir devant tous leurs amis riches ce que rien signifie vraiment. Je m'assis dans le Penthouse, regardant le soleil plonger dans la Méditerranée, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Le silence était absolu. En bas, dans la ville, la vie continuait. Ici haut, j'étais un fantôme qui attendait.
Henri n'était pas un homme qui aimait le théâtre, mais il appréciait l'efficacité. Il avait des yeux et des oreilles partout, et lorsqu'il revint au Pantouse le soir suivant, il portait un petit enregistreur vocal numérique. « Le premier domino est tombé, Thomas », dit-il, non pas avec un sourire, mais avec la satisfaction tranquille d'un avocat qui vient de déposer une motion impeccable. Il posa l'enregistreur sur la table en marbre. « Raconte-moi, » dis-je. Il appuya sur un bouton. « Ceci vient de ma source au Louis XV à Monaco, un maître d'hôtel. L'audio est un peu bruyant, mais l'essence est claire, » expliqua-t-il. Béatrice et Marc, après une journée entière à hurler sur des avocats qui leur ont sans doute dit qu'ils n'avaient aucun dossier, ont décidé qu'ils devaient maintenir les apparences. Ils ne pouvaient pas juste rester assis des faits. Ils devaient se prouver à eux-mêmes et au monde qu'ils étaient encore aux commandes. Alors ils sont allés dîner au Louis XV. Le Louis XV. Caroline et moi y étions allés une fois il y a 20 ans pour un anniversaire majeur. L'addition était plus élevée que mon salaire mensuel de menuisier. Nous n'y sommes jamais retournés. Pour Béatrice et Marc, c'était un mardi ordinaire. Ils avaient leur table habituelle près de la fenêtre, narra Henri, sa voix plate. Ils étaient voyants, bruyants. Marc a commandé une bouteille de vin qui, m'a-t-on dit, était un château Pétrus à 3 000 €. Ma source a été surprise. Ils semblaient frénétiques, Thomas, désespérés de prouver qu'ils appartenaient à ce monde. Je pouvais le voir. Béatrice, le visage pâle sous son maquillage coûteux, tenant son verre de vin avec une main qui tremblait juste légèrement. Marc riant trop fort pour rien, ses yeux dartant autour pour voir quelle célébrité le regardait. Le sommelier a entendu Madame Thompson. Elle parlait à Marc de vous. Il appuya sur lecture. La voix de Béatrice, minuscule mais claire, remplit mon appartement silencieux. Dépense juste, Marc. Dépense tout. Le vieux va payer pour ça. On va le poursuivre pour chaque dernier centime qu'il a volé. C'est juste une avance sur mon argent. Je secouai la tête. L'illusion, l'arrogance pure a coupé le souffle. Elle n'avait toujours pas assimilé. Elle pensait toujours qu'elle était la victime. Ils ont fini le repas, dit Henri. Homard, caviar, truffes blanches. Ils ne se sont pas retenus. L'addition finale était de 4 500 €. Il se pencha en avant. Béatrice a tendu la carte au serveur, celle qu'elle utilise comme tirelire personnel depuis une décennie. La carte noire American Express Centurion est mise sur le compte principal de Caroline. Je connaissais cette carte. Je l'avais vue l'utiliser pour acheter des sacs à main qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Le serveur est revenu 3 minutes plus tard. Il avait l'air mal à l'aise. « Je suis vraiment désolé, Madame Thompson, » dit-il, la voix basse. Cette carte, elle a été refusée. J'imaginais le visage de Béatrice, la confusion, la rougeur chaude de la honte. Refusée? C'est impossible. Cette carte est illimitée. Repassez-la, idiote. Le serveur l'a fait, monsieur, et elle a été refusée à nouveau. Madame, dit-il. Le message indique « compte gelé par le titulaire principal ». Mon Dieu, Henri avait été minutieux. Selon ma source, poursuivit Henri, Béatrice a commencé à faire une scène. C'est ridicule. Savez-vous qui je suis? Marc, toujours le héros, a essayé de sauver la situation. Il a sorti sa propre carte Platinum. C'est bon, chérie. C'est bon, dit-il assez fort pour que les tables voisines entendent. Juste une confusion avec les comptes de la succession. Mettez ça sur celle-ci. Le serveur a pris la carte de Marc. Il est revenu 30 secondes plus tard. Je suis vraiment désolé, monsieur. Celle-ci est également refusée. Fonds insuffisant. Le restaurant, dit Henri, était devenu complètement silencieux. Tout le monde regardait. Le couple puissant qui avait commandé le vin à 3 000 € ne pouvait pas payer son addition. Alors, comment sont-ils sortis? Demandai-je. Le sourire d'Henri était sombre. C'était la vraie récompense. Le directeur, un homme très discret mais ferme, est venu à la table. Monsieur, madame, nous devons avoir un paiement. Marc, il a fouillé ses poches. Il n'avait pas d'argent liquide. Béatrice n'avait pas d'argent liquide. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils étaient fauchés. Alors Marc a fait la seule chose qu'il pouvait. Il a détaché sa montre, la Patek Philippe en or massif que Caroline lui avait donnée comme cadeau de mariage. Il l'a glissée sur la table. Ceci vaut 50 000 €, bégaya Marc au directeur. Prenez-la comme garantie. Nous reviendrons demain avec l'argent liquide. Je le promets.
Henri dit que le directeur a regardé la montre, a regardé leur visage humilié et écarlate, a hoché la tête une fois et l'a ramassée. Ils sont sortis, Thomas, du Louis XV, devant toute la salle à manger, dans un silence total. Ils ont dû laisser leur montre, la montre de Caroline, comme caution pour un dîner qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je fermais les yeux. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était une justice froide et nécessaire. La première coupure, et elle était profonde. Henri raccrocha le téléphone. Sa source au commissariat avait confirmé la libération de Marc à 3 heures du matin. 4 heures en cellule de dégrisement. 4 heures à sentir le désinfectant bon marché et l'urine rance, assis sur un banc en béton froid à côté d'hommes qui avaient réellement enfreint la loi. J'imaginais ce trajet en taxi de retour vers Monaco. Ce devait être le trajet le plus long et le plus silencieux de leur vie. La honte devait être un poids physique dans la voiture, écrasant l'air. Le jingle radio joyeux et brillant aurait semblé être une insulte personnelle. Marc serait silencieux, son poignet probablement rouge et à vif à cause des menottes. Lui, le maître de l'univers, l'homme qui jouait au golf au Riviera et renvoyait des bouteilles de vin au sommelier, avait été arrêté devant un conducteur de dépanneuse. Son humiliation était totale. Béatrice, je le savais, serait différente. Elle n'était pas brisée. Elle se condensait. Toute sa rage, sa honte, sa panique se cristallisaient à l'intérieur d'elle, se transformant en un diamant de haine pure et inaltérée. C'est de ta faute, Marc. Je pouvais l'entendre chuchoter, sa voix un sifflement bas et venimeux. Agresser un huissier. Quelle pathétique attitude. Comme c'est vulgaire. Tu ne pouvais pas juste les laisser la prendre. Ma faute. Il chuchoterait en retour, la voix tremblante. Ma faute? Ta mère. Cette vieille folle sénile. C'est elle qui a gelé les cartes. Beatrice. Pas moi. J'essayais de gérer. Ils se retourneraient l'un contre l'autre. L'illusion du couple puissant se déchirait aux coutures. J'imaginais le taxi s'arrêtant devant le trottoir de leur tour de verre et d'acier. Le portier dans son uniforme impeccable les regarderait sortir d'un taxi jaune. Pas le Range Rover, pas les Maserati. Un taxi. Ils arriveraient à leur porte, leur pentouse, leur sanctuaire, leur forteresse de statues, la dernière chose qui leur restait. Marc mettrait sa clé dans la serrure. Elle ne tournerait pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Marmonnerait-il. Il a changé les serrures, chuchoterait Béatrice. Ce bâtard. Béatrice, c'est impossible, dirait Marc. Comment aurait-il même? Et puis Marc le verrait, scotché sur le bois sombre des polis de leur porte d'entrée. Une enveloppe blanche, austère. Avis urgent de résiliation de bail. Béatrice lirait cette ligne. Trust familial Dubreuil, son propre nom, et elle verrait mon nom listé comme administrateur unique. Comme le garant financier de votre bail a officiellement retiré tout soutien. Cette action constitue une rupture catastrophique de contrat. Le loyer complet du mois de 30 000 € plus pénalité est maintenant dû. Vous avez 24 heures pour vider les lieux. Elle n'avait jamais vu un chèque de loyer. Elle n'avait jamais payé une facture. Elle vivait juste. Elle pensait que le salaire de Marc couvrait tout. Il payait pour ça, chuchoterait-elle, sa main montant à sa bouche. Tout ça, tout le temps. C'est fini, Béatrice, dirait Marc, sa voix creuse, morte. Les voitures, les comptes, les cartes, et maintenant la maison. C'est tout fini. Béatrice, il a tout pris. Le téléphone vibra sur le comptoir en granit noir. L'icône affichait « Appel entrant, Béatrice ». Son. Je regardais l'écran. Le nom clignotait encore et encore. Finalement, cela s'arrêta. Messagerie vocale. Moins de 10 secondes plus tard, il s'alluma à nouveau. Appel entrant, Béatrice. Je n'avais pas besoin de deviner où elle était. L'enquêteur privé d'Henri avait déjà confirmé. Pas le Penthouse, pas même un hôtel respectable. Ils étaient dans un motel bon marché, Formule 1, près de l'autoroute, quelque part dans la vallée du Var. Une chambre avec une enseigne au néon clignotant à l'extérieur, des murs fins et une légère odeur permanente de tabac froid. Marc serait affalé sur une chaise en plastique, fixant le vide. Mais Béatrice... Beatrice farait la scène passe. Le téléphone vibra, une nouvelle icône, voicemail, 48. Je n'avais pas besoin de l'écouter. Je pouvais entendre sa voix parfaitement dans ma tête. Le même hurlement qu'elle avait utilisé quand elle m'avait mis dehors. « Papa, qu'est-ce que tu fais bordel? Tu crois que c'est drôle? Ils ont pris les voitures. Ils nous ont virés de notre maison. Tu ne peux pas faire ça.
C'est l'argent de maman. Aime un argent. Rappelle-moi. Rappelle-moi tout de suite ou je jure devant Dieu que je te poursuivrai pour chaque centime que tu as. Tu voleur. Je regardais le téléphone. Les appels continuaient de venir l'un après l'autre. Une barrage frénétique et désespérée. Elle était encore au stade du combat. Elle était furieuse. Elle se sentait dans son droit. Elle croyait vraiment que c'était une négociation qu'elle pouvait gagner en criant. Les appels continuèrent pendant 1 heure. Puis ils ralentirent. La colère s'épuisait, laissant, je le savais, une panique froide et terrifiante à sa place. Le soleil allait bientôt se lever. Ils auraient été dans cette chambre sale à 30 € depuis des heures. Pas de sommeil, pas d'option, pas d'argent. Elle réaliserait que crier ne marchait pas. Elle réaliserait que son pouvoir, un pouvoir qu'elle ne savait même pas être emprunté, était complètement parti. Le téléphone vibra à nouveau. Voicemail 95. Celui-ci serait différent. Le ton aurait changé. La rage serait remplacée par une plainte aiguë et mince de désespoir. La phase de marchandage. Papa, s'il te plaît, décroquer. Je ne sais pas ce qui se passe. Mark dit. Marc dit qu'on est en faillite. Ils vont couper nos téléphones. Je ne sais pas quoi faire. Maman. Maman ne voudrait pas ça. Elle ne voudrait pas me voir comme ça. S'il te plaît, papa. Rappelle-moi juste. On peut parler. On peut arranger ça. S'il te plaît, arrange ça, murmurai-je à la pièce vide. Le moment pour arranger ça était il y a 45 ans. Je pris le téléphone prépayé bon marché. Je le tins dans ma main, sentant sa légèreté. Je pensais à Caroline. Je pensais à 45 années à être sous-estimée. Je pensais à l'herbe froide sur mes genoux alors que je ramassais mon sac. J'appuyai sur le bouton de la messagerie. La voix robotique commença. Vous avez 95 nouveaux messages. Premier nouveau message. Je n'écoutais pas. J'appuyai sur la touche 7. La voix demanda « Effacez tous les messages ». J'appuyai sur « Oui ». J'entendis le bip satisfaisant alors que 95 messages, 95 moments agonisants et désespérés de la vie de ma fille étaient effacés de l'existence, inentendus. Je reposai le téléphone brûleur sur le comptoir en granit. Il était propre à nouveau, silencieux. Je pris le nouvel iPhone élégant qu'Henri m'avait donné. Je sélectionnai son nom. Henri, c'est Thomas. C'est fait. Elle est prête. Envoie le messager. Le messager arriva au motel miteux. Marc signa pour l'enveloppe épaisse, ses mains tremblantes. Béatrice l'arracha. C'est de lui, souffla-t-elle. Ça doit l'être. Ce n'était pas un procès. C'était une invitation. Le plaisir de votre compagnie est demandé à une lecture de distribution supplémentaire pour la succession de Madame Caroline Dubreuil. Au grand salon de l'hôtel du Cap Eden Rock. Mardi 21 octobre. Béatrice commença à rire, un rire hystérique. Tu vois Marc ? Il a peur. Il veut négocier. Il va nous rendre notre argent. Elle regarda sa robe sale. Nous n'irons pas là-bas comme des victimes. Nous irons comme les héritiers légitimes. Avec ses derniers 2000 € de crédit sur une carte de magasin oubliée, ils louèrent des vêtements. Un tailleur Chanel mal ajusté pour elle, un smoking brillant pour lui. Ils entrèrent dans la salle de bal de l'hôtel prestigieux, sous les regards des caméras, pensant qu'ils allaient récupérer leur empire. Mais quand je montai sur scène, sous les projecteurs, après avoir été présenté comme le nouveau président de la Fondation Caroline Dubreuil, je vis leur visage se décomposer. Je racontai l'histoire. La braille. La niche du chien. L'humiliation. Et devant tout le gratin de la Côte d'Azur, je signai l'acte de donation. Les 45 millions. La villa. Tout partait à la Fondation pour les enfants malades. Le cri de Béatrice fut inhumain. Elle essaya de monter sur scène, mais la sécurité l'emmena, hurlant, alors que la salle se levait pour une ovation debout. 1 an plus tard, je suis sur la terrasse de la villa du Cap d'Antibes. Ce n'est plus un musée. C'est une maison pleine de vie. Mes voisins de l'ancien quartier sont là, on joue à la pétanque, on boit du pastis. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Papa, j'ai trouvé un travail. Je regarde l'écran. Je tape une seule réponse. Bien. Je range le téléphone et je retourne vers mes amis. Je suis enfin chez moi.